On a vu la semaine dernière que Nikola Jokic était le grand favori pour remporter le titre de MVP de cette saison NBA. Vous pouvez d'ailleurs cliquer sur la petite fiche en haut à droite de votre écran pour voir la vidéo si jamais vous l'avez ratée. Cette semaine, on va s'intéresser à sa concurrence et se poser la question suivante. Est-ce que quelqu'un peut le devancer et remporter le titre de MVP? En tout cas, il y a beaucoup de candidats, mais est-ce suffisant? Est-ce que l'un d'entre eux a un dossier assez complet pour rivaliser avec le Serbe? Un joueur en tout cas a un vrai dossier et ils ont longtemps été au coude à coude dans cette course. Il s'agit bien sûr de Joel Embiid. Mais avant de parler de lui, on va revenir sur plusieurs autres joueurs dont les noms ont été mentionnés comme étant dans la course, donc restez bien jusqu'à la fin pour voir l'analyse du dossier et du jeu du pivot des Sixers. Pour moi, tous les autres candidats peuvent être classés dans différentes catégories. On a d'abord la catégorie des mecs qui ont été trop blessés et qui du coup ont perdu trop de points dans la course. Alors bien sûr, vous allez me dire que Joel Embiid, lui aussi il a raté beaucoup de matchs et que pourtant je le mets en vraie concurrence avec Jokic. Mais on parlera de ce point quand on sera sur son dossier. Bref, dans cette catégorie, on a LeBron James qui faisait partie des favoris avant qu'il ne se blesse en mars. Et puis son retour est un peu poussif pour le moment avec des perfs plutôt moyennes et une rechute en plus au niveau de sa blessure, donc il est clairement out pour le trophée du MVP. On a aussi James Harden qui a été tellement monstrueux lors de son arrivée aux Nets qu'il s'est vite retrouvé sur le podium du classement MVP. Malheureusement pour lui, il est aussi blessé depuis début avril et il n'y a encore aucune certitude sur sa date de retour, donc ça sera pas possible pour le titre de MVP. En plus, ses caprices et son comportement de début de saison lui auraient aussi plombé ses chances à mon avis. La deuxième catégorie de joueurs qui a été mentionnée, c'est les mecs super forts individuellement, mais dans des équipes qui gagnent pas assez. Le premier mec qu'on peut mentionner, c'est bien sûr Steph Curry, qui est le meilleur scoreur de la NBA cette saison avec 31,4 points, avec des pourcentages indécents à 3 points. Il a fait tomber tous les records sur le mois d'avril, comme nous l'avions vu dans une de mes précédentes vidéos. Mais les Warriors sont actuellement classés pour jouer le play-in et c'est trop bas pour espérer quoi que ce soit. Même constat pour Lillard et Doncic qui ont fait tous les deux de très bonnes saisons, mais qui se battent actuellement pour éviter le play-in. Le dernier joueur de cette liste, c'est Giannis Antetokounmpo. Alors en vrai, ils font pas une mauvaise saison, Milwaukee, et Giannis est toujours aussi impressionnant. Mais vu qu'il est double tenant du titre, il aurait fallu une saison où il était encore plus dominant que les années précédentes pour gagner. Et ce n'est pas le cas. Par contre, je le vois bien prendre la 3e place du classement, surtout avec ses dernières perfs contre les Nets qui resteront dans la tête des votants. Enfin, la dernière catégorie de joueurs, c'est ces mecs qui ont fait des très bonnes saisons, mais dans des très très gros collectifs. Je parle bien évidemment des gars de Phoenix et Utah, qui sont un peu tous dans la même situation. On parle quand même des deux meilleures équipes de la ligue, et pourtant, Donovan Mitchell, Devin Booker et Chris Paul sont à peine mentionnés pour le MVP. C'est parce que bien qu'ils soient les meilleurs joueurs de leur équipe, ils font partie de collectifs très complets, ce qui fait que leur ligne de stats est moins flambante que celle des autres gars mentionnés. Mais une chose est sûre, ils sont extrêmement valuables dans les meilleures équipes de la ligue et ça compte pour quelque chose. Et juste avant de passer au cas de Joel Embiid, je vais vous demander de vous abonner à cette chaîne si vous aimez ce genre de vidéos. Vous êtes 80% à regarder les vidéos sans être abonné, c'est beaucoup trop. C'est complètement gratuit et ça vous prend que 2 secondes et moi, ça m'aide vraiment pour développer la chaîne. On passe maintenant enfin au plat de résistance de cette vidéo. Il est tellement copieux qu'il fera aussi office de dessert d'ailleurs. Il est temps de parler du principal challenger de Nikola Jokic, Joel Embiid. Alors oui, je sais, il parle beaucoup dans les médias et fait pas mal de propagande sur son dossier, ce qui énerve pas mal de monde, mais on va se concentrer aujourd'hui sur le jeu parce que ce qu'il est en train de faire, c'est une saison incroyable avec 29 points, 10,8 rebonds, 3 passes, 1,4 blocs, dans une équipe des Sixers qui est première de sa conférence avec un bilan de 47 victoires pour 21 défaites. Joel est un intérieur beaucoup plus traditionnel que Jokic, mais non moins talentueux. Embiid score la grosse majorité de ses points sur du post-up avec presque 40% de ses possessions et il est très compliqué à gérer dans la peinture. Il est extrêmement puissant et physique et utilise très bien ses qualités athlétiques pour enfoncer ses défenseurs. On le voit ici bouger DeAndre Jordan comme si c'était un poids-plume alors que c'est déjà un bon gros bébé. Mais même s'il a tendance à faire la brute dans la raquette, il faut pas oublier non plus qu'il a un super footwork qui rappelle parfois le grand Hakim, qu'il a un super contrôle de la balle, des finitions diverses et variées et surtout un sacré toucher près du cercle. C'est d'ailleurs cette domination en poste qui, comme on l'a vu avec Jokic, lui permet de faire quelques passes décisives à ses shooters ouverts. Alors, en moins grande quantité que Jokic, bien sûr. Mais lorsque les défenses le prennent à deux, et surtout lorsque l'aide vient du joueur le plus proche du ballon, Embiid arrive à faire la passe au shooter ouvert. Comme là où la défense donne le bâton pour se faire battre en laissant Danny Green complètement seul dans le corner.
Embiid adore aussi prendre des shoots à mi-distance sur la tête de ses défenseurs. Il est d'ailleurs plutôt très bon dans cet exercice, même si bien sûr, il est plus dévastateur en allant en dessous. Mais ça lui apporte une arme supplémentaire pour attaquer. Il est capable de shooter même avec une bonne contestation. Il est même assez technique pour nous faire des petits step back comme sur cette action, ou encore des fadeaways sur une jambe de toute beauté comme sur cette action-là. Et cette adresse à mi-distance force les défenses à le contester, ce qu'il utilise parfois à son avantage en faisant une feinte pour éliminer son défenseur et aller écraser un bon gros dunk au panier. Embiid est aussi capable de sanctionner à 3 points. Il shoot à 36,3%, ce qui est dans la moyenne de la ligue, donc pas extraordinaire, mais déjà super pour un pivot. Il a d'ailleurs un peu réduit son volume de tir à 3 points et prend moins de 3 points compliqués comme on a pu lui reprocher les années précédentes. Il prend les shoots que la défense lui donne en fait, lorsqu'elle décide de le laisser seul pour que leur pivot puisse rester en aide sur des drives ou des post-up. Ici, Ben Simmons, qui est très bon en pénétration, attire l'aide du pivot adverse, ce qui laisse Joel arriver en rythme et complètement seul. Simmons n'a plus qu'à le servir pour le shoot ouvert à 3 points. Mais ce qui différencie vraiment Joel Embiid de Nikola Jokic, c'est ce qui se passe de l'autre côté du terrain. En défense, où Joel fait souvent la loi dans sa raquette, on vient pas y prendre le thé comme ça. Il est capable de mettre de très gros contres et de bien protéger son panier. Shoot à 3 points la prochaine fois, Kerry. Mais il ne fait pas partie des meilleurs contreurs de la ligue, il est seulement 15e dans ce classement avec 1,4 comptes par match. Mais même s'il ne contre pas à chaque fois, c'est toujours compliqué pour les attaquants de le contourner et il fait rater beaucoup de shoots avec ses contestations. Sur cette action, il propose une bonne aide pour contenir le drive, puis une aide sur le joueur qui va tirer, alors que c'était pas le sien à la base, et il va le faire rater 3 fois de suite avant de récupérer la balle pour Philly. Mais alors, vous allez me dire, qu'est-ce qui l'empêche de gagner le titre de MVP ? Eh bien, malheureusement pour lui, il a été blessé en milieu de saison et a raté pas mal de matchs, 19 pour être précis. Et sur cette saison raccourcie de 72 matchs, ça représente 27% de matchs ratés, donc plus d'un quart de la saison. Et l'historique du MVP nous dit que c'est très rare qu'un joueur ayant raté autant de matchs gagne le trophée. Le seul exemple qu'on peut avoir remonte à la saison 1977-1978, lorsque Bill Walton l'avait gagné en ayant manqué 30% des matchs. Et c'est vraiment dommage qu'Embiid en ait raté autant, parce que ça aurait été très dur de les départager et ça aurait fait une course incroyable s'il avait joué tous les matchs comme Nikola Jokic. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, si on imagine qu'Embiid avait joué tous les matchs, qui entre lui et Jokic aurait mérité le plus le MVP ? Oh ! Allez, vous avez 4 heures. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager et surtout à vous abonner à la chaîne, c'est la meilleure façon pour me soutenir et pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, les chauffeurs de banc, je vous dis à la prochaine, ciao!